L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Energy has been at the heart of the European project since its foundation, and it still is, today more than ever. Energy is what binds us beyond borders. In Europe, we import more than half of our energy. Our energy markets remain fragmented, and so our companies pay much more for energy than their international competitors. We are wasting far too much energy. Climate change is putting our planet's future at risk and jeopardizing the future of our children. We are losing our competitive edge in key energy technologies. To make our energy more secure, sustainable and affordable, we need a new era of cooperation. We need solidarity. We need a European energy union which is fit for the future. This means greater security of supply. We must reduce our dependence on import and find new external energy sources, suppliers and routes. We also need to build new electricity and gas connectors across national borders and speak with one voice when negotiating with our international partners. This also means a strong, sustainable, climate-friendly economy that will drive the creation of jobs and skills for the future. To this end, we will deliver tighter CO2 standards for vehicles and a gradual transformation of the entire transport system. We will also improve our carbon market and become the world leader in renewable energy. Last and not least, this means affordable energy for all our citizens. We will reform wholesale and retail energy markets to increase competition and drive down consumer prices. We will introduce a range of new measures of energy efficiency for buildings and the transport sector, and ultimately engage consumers into managing and even generating their own electricity. These together will be milestones in putting a strong energy union in motion. This will not be easy and will require trust, respect and cooperation. But we owe it to the 500 million citizens of Europe and to our future generations. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, je tenais à vous montrer cette petite vidéo pour commencer parce que non seulement pour vous présenter l'initiative prioritaire de la Commission Juncker en matière d'énergie, donc l'Union de l'énergie, mais aussi pour vous présenter nos deux commissaires en charge des questions de l'énergie et du climat. L'Union de l'énergie permettra de réduire considérablement la dépendance de l'Europe à l'égard des combustibles fossiles, des fournisseurs uniques, en éliminant les obstacles à la circulation de l'énergie dans un système énergétique pleinement intégré à l'échelle de l'Union européenne. Et pourquoi doit-on faire ça? C'est simplement parce que l'Union européenne est le plus grand importateur d'énergie au monde. Donc on importe plus que la moitié de l'énergie que l'on consomme en Europe. Et pour cette énergie importée, on dépense 400 milliards d'euros par an, ce qui fait une facture extérieure par jour de 1 milliard d'euros. Donc c'est énorme. Donc effectivement, il y a la question de sécurité d'approvisionnement qui se pose, surtout dans le contexte politique difficile de la crise ukrainienne qui a donné un peu le coup d'accélérateur à l'initiative en question. Et la sécurité d'approvisionnement constitue le premier pilier de l'initiative Union de l'énergie. Elle est basée sur la solidarité et la confiance entre les États membres et va se traduire par des actions de diversification d'approvisionnement, aussi bien en ce qui concerne les sources, les fournisseurs ou les itinéraires d'approvisionnement, ainsi que le renforcement de la position de l'Union européenne sur les marchés mondiaux de l'énergie, et plus de transparence des contrats d'énergie signés entre les États membres et les pays tiers. Le deuxième pilier, c'est le marché intérieur. Ce n'est pas une initiative récente, parce que la coordination des questions énergétiques entre les États membres existe depuis le début du projet d'intégration européenne, en effet. Pourtant, le marché intérieur de l'énergie n'est toujours pas achevé, parce qu'il y a toujours des
des barrières réglementaires et des barrières physiques à la libre circulation de l'énergie dans l'Union européenne. Et notamment, la suppression de ces barrières est dans le centre du sujet du pilier de l'Union énergétique. Pour supprimer les barrières physiques, il faut beaucoup d'investissements, parce que ce sont des investissements d'infrastructures lourdes, interconnexions. La Commission a fixé des objectifs en termes d'interconnexion entre les États membres, interconnexion électrique, qui représente 10% d'ici 2020 et 15% pour 2030. C'est très important non seulement pour permettre effectivement cette libre circulation de l'énergie et sécurité d'approvisionnement, mais aussi pour intégrer pleinement les énergies renouvelables intermittentes qui ne sont pas réparties de façon uniforme entre les pays membres et pour permettre ainsi la transition du système énergétique européen. Le troisième pilier, c'est l'efficacité énergétique et pour dire la vérité, ça devrait être le point de départ pour toutes les actions. Parce qu'avant de se concentrer sur les capacités de production, de les coordonner, de négocier les contrats d'approvisionnement, il faut se poser la question combien d'énergie on en a besoin en Europe. Et ici, il faudrait arriver à un optimum économique en termes d'efficacité énergétique et à partir de ce point de départ, regarder tous les autres points. Le quatrième pilier, la décarbonisation du système énergétique, va se traduire par la réduction des émissions des gaz à effet de serre. Et ici, l'ambition de la Commission, c'est de devenir le numéro 1, le leader, dans le secteur des énergies renouvelables. Et le dernier pilier, donc recherche et innovation, last but not least, qui a pour ambition d'accélérer la transformation du système énergétique européen et qui va se reposer sur 4 piliers, sur 4 priorités. La première, c'est développer la prochaine génération de technologies liées aux énergies renouvelables. La deuxième, c'est faciliter la participation de consommateurs à la transition énergétique grâce aux réseaux intelligents, grâce aux appareils électriques intelligents, les maisons connectées, la domotique, les villes intelligentes. Ensuite, quatrième priorité, c'est le parc immobilier qui sera neutre énergétiquement, donc qui consommera presque zéro ou qui sera à l'énergie positive. Et finalement, cinquième priorité dans recherche et innovation, ce sera le transport durable. Au cœur du projet de l'Union de l'énergie se trouve la politique climatique ambitieuse. Elle repose sur le paquet énergie-climat qui a été adopté lors de la présidence française de l'Union européenne en 2008 et ensuite a été révisé en octobre 2014 pour fixer les objectifs, tout d'abord pour 2020 et ensuite en 2014 pour 2030, en matière d'émissions de gaz à effet de serre, des renouvelables dans la production de l'énergie et d'efficacité énergétique. Ces objectifs, vous les connaissez peut-être, pour 2020 c'est simple, c'est 20-20-20, efficacité énergétique 20% par rapport au scénario de base établi en 2008. Maintenant, passons au cœur du sujet, donc les politiques d'efficacité énergétique. Les secteurs prioritaires proposés par la Commission dans la communication sur l'efficacité énergétique en 2014 sont les bâtiments, le transport et les produits. Nous n'allons pas parler aujourd'hui du transport parce qu'il fait partie de notre programme de travail. Par contre, les bâtiments et les produits, aussi bien dans les politiques d'efficacité énergétique que dans les programmes de soutien financier, trouvent bien leur place. Le cadre législatif reflète effectivement ces priorités. Il se compose de 3 textes de loi principales. La directive sur l'efficacité énergétique, qui est une directive horizontale, qui a pour objectif de tracer le trajectoire d'ici 2020 pour les pays membres, comment atteindre l'objectif de 20% d'efficacité énergétique, et qui impose sur les pays membres pour que chacun d'eux propose des feuilles de route, réfléchit à des stratégies pour atteindre cet objectif.
Et la directive sur l'efficacité énergétique prévoit aussi des mesures juridiquement contraignantes et des mesures intersectorielles. Pour en citer quelques-unes, je vais commencer peut-être par l'objectif contraignant d'économie d'énergie d'1,5% par an de l'ensemble des ventes d'énergie. C'est une mesure qui va assez à l'encontre de la logique du marché parce qu'elle oblige les distributeurs, les revendeurs d'énergie de réaliser 1,5% d'économie par rapport à leur volume de leur vente annuelle au consommateur final. Une autre mesure contraignante introduite par cette directive, c'est 3% de rénovation annuelle des bâtiments de l'État. Elle introduit aussi les audits énergétiques obligatoires dans les grandes entreprises. Elle fournit le soutien à la cogénération et bon, elle fournit beaucoup d'autres mesures intersectorielles. Je ne vais pas aller dans les détails de toutes ces mesures. La deuxième directive que je voudrais vous présenter, donc, elle concerne le secteur des bâtiments. C'est la directive sur la performance énergétique des bâtiments. Le bâtiment cache un énorme potentiel en termes d'efficacité énergétique puisqu'il représente 40% de la consommation énergétique de l'Union européenne et 36% des émissions de gaz à effet de serre. D'où l'importance de maîtriser la demande énergétique dans le bâtiment. Et cela va se faire par deux actions. Tout d'abord, la rénovation du parc immobilier existant et deuxièmement, des actions qui visent la construction neuve pour que celle-ci soit dès le début conçue et construite pour consommer la quantité minimale d'énergie. La directive sur la performance énergétique des bâtiments impose en effet sur les États membres l'obligation de mettre en place des mesures pour que les bâtiments neufs en 2020 soient des bâtiments à une consommation d'énergie quasi nulle. Cette directive ne précise pas concrètement qu'est-ce que ça veut dire. Chaque État membre doit le définir selon sa propre analyse. Sachant qu'en France, je pense que la France est bien avancée parce que la RT 2012 a introduit déjà des mesures pour réduire la consommation énergétique dans les bâtiments neufs à 50 kWh par mètre carré par an. Et la prochaine RT, donc la régulation thermique 2020, prévoit les bâtiments à énergie positive. Donc la France va aller au-delà de ce qui impose la directive. D'autres mesures apportées par cette directive, c'est la méthodologie de calcul de la performance énergétique des bâtiments. Ce sont des certificats de performance énergétique, obligation d'inspection régulière des systèmes de chauffage et de climatisation dans les bâtiments, et il y en a d'autres. Voilà, je passe maintenant au secteur des produits, où il y a deux directives qui agissent de deux côtés sur le marché, où les produits sont, le marché européen et où les produits sont vendus. Donc, c'est la directive éco-conception et la directive sur l'étiquetage énergétique. Je pense que la directive sur l'étiquetage énergétique est la plus visible directive européenne parce que tout le monde connaît les étiquettes énergétiques qui classent les produits consommant l'énergie dans une classe de A à G et ainsi agit de façon à stimuler sur le marché les produits les plus performants en termes d'efficacité énergétique, de consommation d'énergie. Donc elle informe les consommateurs et tire le marché vers le haut. D'un autre côté, il y a la directive sur l'éco-conception qui est peut-être mieux connue aux fabricants et qui retire du marché les produits les plus énergivores. Donc voilà, ces deux actions, une sur la demande, l'autre sur l'offre, se complètent très bien et se sont démontrées très efficaces. Il faut savoir que ce sont des directives cadres, donc elles n'imposent pas l'obligation directement, elles sont introduites par des mesures d'exécution. Jusqu'ici, 24 mesures d'exécution ont été introduites pour l'éco-conception et 11 pour l'étiquetage. Et elles sont toujours précédées par une longue période de consultation et d'analyse d'impact avant d'introduire des mesures d'exécution. Elles sont introduites par groupe des produits.
Voilà, et quels sont les effets de toutes ces politiques? Alors, les progrès sont impressionnants, parce qu'en effet, l'Union européenne est le leader mondial dans l'efficacité énergétique. Et l'efficacité énergétique, c'est une composante majeure de la compétitivité des entreprises européennes sur les marchés mondiaux. Voilà quelques réussites qu'on peut citer ici. Les voitures neuves ont diminué leur consommation des carburants en moyenne de 27% entre 1995 et 2010. Les nouveaux logements construits aujourd'hui consomment en moyenne 40% de moins d'énergie que les logements construits il y a 20 ans. Parlons des produits. Par exemple, les réfrigérateurs qui étaient un des produits qui était, je pense, le sujet des directives plus tôt, enfin un des plus tôt. Les réfrigérateurs qui sont classés à la classe la plus haute énergétique représentent 90% du marché des réfrigérateurs vendus sur le marché européen. Et alors qu'il y a 15 ans, ça ne représentait que 5%. Enfin, il y a 20 ans, pardon. L'industrie de l'Union européenne a amélioré son intensité énergétique de presque 19% entre 2001 et 2011, alors que comparativement aux États-Unis, cette amélioration ne faisait que 9%. Ici, je vous montre un petit schéma, enfin graphique, et qui présente le découplage entre la croissance économique et la consommation de l'énergie primaire. Et ce qui est important à noter, c'est que ce découplage s'est produit même avant la crise. Et ça veut dire qu'il n'est pas lié uniquement à la baisse de l'activité économique résultant de la crise, mais qu'il a effectivement été causé par les mesures en efficacité énergétique entreprises. Mais des progrès restent à faire parce qu'on estime, la Commission a estimé pour 2020 que l'objectif de 20% d'efficacité énergétique ne sera pas atteint à 100%. Il sera atteint à 19% ou enfin l'efficacité énergétique atteindra 19%, donc il y a l'écart de 1 à 2%, ce qui n'est pas beaucoup, mais il peut être réduit si les États membres prennent des mesures et transposent correctement et pleinement la législation européenne en matière d'efficacité énergétique. Et la Commission va les encourager et va les obliger de le faire par des procédures d'infraction. La surveillance du marché sera également un élément clé pour atteindre les objectifs de 2020. Quelles sont les prochaines étapes pour atteindre les objectifs de 2030? Alors là, on ne va plus légiférer dans l'efficacité énergétique parce qu'on considère que le cadre législatif est assez complet. Par contre, on va réviser ce cadre. Donc on va passer en révision toutes les 3 directives. Directive sur l'efficacité énergétique, bâtiments et produits. Peut-être une information intéressante, il y a une consultation publique qui a été ouverte pour évaluation de la directive sur performance énergétique des bâtiments. Donc, si vous êtes intéressé et vous voudrez participer, donnez votre avis. Elle est ouverte jusqu'au 31 octobre 2015 et vous êtes plus qu'encouragés de le faire. Vous trouverez des informations pertinentes sur le site de la DG Énergie. Une initiative nouvelle qui ne va pas forcément aboutir par une législation, mais qui est une initiative nouvelle en termes d'énergie, c'est la stratégie de l'Union européenne pour le chauffage et le refroidissement. En effet, le chauffage et le refroidissement représentent une grande partie de la consommation d'énergie finale, 50%, et la production du chauffage s'est faite en 85% à partir des énergies fossiles et des énergies non renouvelables. C'est pour ça que la Commission voudrait vraiment mettre l'accent là-dessus et mettre une stratégie en place pour faciliter les investissements dans le chauffage et le refroidissement durable. Juste quelques mots concernant le financement, pour vous dire qu'on est dans un moment inédit, des concentrations du soutien pour l'efficacité énergétique du côté des fonds européens. Tout d'abord, il y a les fonds structurels qui sont prévus pour la période 2014-2020,
qui réserve 38 milliards d'euros pour les investissements bas carbone, y compris efficacité énergétique. La deuxième source des financements, c'est le Fonds européen pour l'investissement stratégique. C'est le plan Juncker, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui est une initiative lancée par le président de la Commission dès le début de son mandat et qui a pour objectif de mobiliser les investissements en Europe à la hauteur de 315 milliards d'euros au total. Ici, il n'y a pas une réservation par domaine ou par pays membre, mais efficacité énergétique en tant que priorité des politiques européennes sera certainement éligible pour ce soutien. Et finalement, le soutien que l'Union européenne apporte aux projets d'innovation et de la recherche, c'est Horizon 2020 et Défi Sociétal 3. Et voilà, on passe peut-être maintenant. Je vais vous présenter le cadre général du programme Horizon 2020 pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un programme cadre de recherche et innovation, le plus grand qui jamais existé dans l'Union européenne, et qui regroupe pour la première fois tous les programmes de soutien à la recherche, innovation, compétitivité. Il faut savoir qu'avant 2014, il y avait le programme de recherche européen qui s'appelait FP7, et en parallèle, il y avait plusieurs plus petits programmes de soutien à la compétitivité et à l'innovation qui opéraient par domaine spécifique. Et tous ces programmes maintenant ont été réunis en Horizon 2020, qui est doté d'un budget total de 80 milliards d'euros et qui couvre tous les cycles de l'innovation, donc depuis le concept jusqu'à le lancement sur le marché des technologies nouvelles. Ce programme il est prévu pour la période de 7 ans, de 2014 à 2020. Et il est implémenté par des programmes de travail bisannuels. Donc aujourd'hui, on vous présentera le prochain programme pour 2016-2017 en matière d'énergie. Les projets qui sont financés du programme Horizon 2020, ce sont des projets interdisciplinaires et des projets européens collaboratifs. Ça veut dire qu'il faut au moins 3 participants de 3 pays membres différents. Il y a des exceptions à cette règle. Vous allez les trouver dans les programmes de travail explicitement mentionnés. Il y a aussi une exception générale qui est un instrument qui s'appelle SME Instrument, donc c'est l'instrument pour les PME. Le budget total de 80 millions d'euros pour les 7 ans est ventilé entre 3 priorités, 3 piliers de ce programme, qui sont excellence scientifique avec 24 milliards d'euros. Ici, le soutien est accordé à la promotion de la recherche fondamentale, aux technologies futures et émergentes, à la recherche collaborative, aux infrastructures de recherche et la mobilité des chercheurs européens. Le 10e pilier, primauté industrielle, avec 17 milliards d'euros, favorise les partenariats publics-privés pour soutenir les technologies clés génériques, comme par exemple les TIC, les nanotechnologies, les biotechnologies. Le défi sociétaux, c'est le 3e pilier, avec 29,7 milliards d'euros. Et ici, le soutien est donné aux projets interdisciplinaires qui répondent aux grands défis auxquels l'Europe est confrontée et auxquels les pays membres seuls ne peuvent pas se confronter et ne peuvent pas répondre. Effectivement, le meilleur exemple, c'est l'énergie, c'est la transition au système d'énergie sûre, propre et efficace. C'est un défi auquel les pays membres tout seuls ne peuvent pas relever. Ce défi est doté de budget total de 5,9 milliards d'euros pour toute la période de programmation, de la durée du programme, et il se compose de 3 parties. Alors, c'est l'efficacité énergétique qui sera présentée aujourd'hui, c'est l'énergie bas carbone
et c'est les villes intelligentes, villes et communautés intelligentes. Voilà, je pense que je vais terminer ici. Cela vous a donné peut-être déjà un aperçu sur ce qui est fait en matière de politique efficacité énergétique et le programme Horizon 2020. Et je passerai la parole à mes collègues qui vous présenteront en détail les appels à propositions et les bilans des appels 2014-2015. Merci. Merci Margot pour cette présentation. Donc,